suis chargée de vous parler de l'hybridation, élément dont parlait tout à l'heure Yacine comme étant quelque chose d'important dans le nouveau contexte de la supply chain. Alors, puisque je dois vous parler d'hybridation des compétences, je suis revenue sur les compétences. Pourquoi on a commencé à parler des compétences? Qu'est-ce qui se passait avant qu'on ne parle des compétences? Eh bien, avant, comme l'a dit aussi Yacine, me semble-t-il, avant de parler des compétences, on parlait de la qualification. Et pourquoi de qualification? Ben, notamment parce que les organisations, sous l'impulsion de Taylor, étaient très parcellisées. Hein, occupation des salariés par des tâches très ponctuelles. C'était une parcellisation horizontale du travail, mais aussi une parcellisation verticale, comme le disait Yacine. Hein, il y avait l'école bleue et puis l'école blanc. Ceux qui faisaient, ceux qui pensaient, c'était très distingué. Alors à cette époque-là, la ressource humaine était une ressource complètement interchangeable. Et ce qui était important, c'était la qualification, c'est-à-dire l'adéquation d'un salarié à un poste de travail. Et puis, l'environnement a changé, la concurrence a augmenté, et ça, je ne vais pas développer parce que Yacine l'a aussi dit tout à l'heure, hein, une concurrence qui se développe, donc des exigences aussi des consommateurs, des clients qui deviennent plus importantes, et donc obligation de mettre en place de nouveaux modes de production au plus juste, par exemple, et des nouveaux modes d'organisation des entreprises, notamment avec l'externalisation, la délocalisation d'activités, et puis une certaine détaylorisation de l'entreprise. Je la mets entre guillemets, entre parenthèses, parce que, comme le montrait tout à l'heure aussi Yacine, parfois il peut y avoir retour vers cette... alors je ne sais pas si c'est un retour finalement ou une difficulté à s'extraire complètement de cette taylorisation du travail. Et je ne la critique pas parce que quand elle a été mise en place, bien entendu, c'est parce qu'elle répondait à un besoin. Donc, on va donc montrer aussi que cette taylorisation, ben, parfois, elle a des inconvénients parce qu'elle ne donne pas vraiment de sens à ce que fait l'opérateur, à ce que fait le salarié dans l'entreprise. Autre élément important du changement, c'est l'augmentation du niveau d'instruction des salariés. Je vous rappelle que l'ancien ministre Chevènement avait demandé en 85 qu'il y ait 80% d'une classe d'âge qui est bac en France, et nous y sommes arrivés quasiment aujourd'hui. Entre 2004 et 2014, je crois que le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur dans une classe d'âge a été multiplié par 6. Et aujourd'hui, on doit avoir près de 50% d'une classe d'âge, on va dire des 25-35 ans, qui doivent avoir un diplôme universitaire. Autre élément qui impacte aussi le changement, c'est le développement de l'alternance dans les formations. Tout cela nous amène à voir que finalement, on va passer de la qualification à la description des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir agir, et on va avoir une vision plus orientée vers la contribution, la part que peut apporter le salarié à la performance dans l'entreprise. Et donc, tout ça nous amène vers la définition de ces compétences. Alors, les compétences, elles sont d'abord, elles ont été définies dans le domaine de la psychologie. Hein, c'est les psychologues qui ont commencé à parler de compétences, et puis ça s'est développé en pédagogie pour finalement aussi investir le domaine des sciences de gestion, et notamment les ressources humaines. Alors, il y a pléthore de définitions des compétences. Moi, j'en ai retenu une assez bateau. Donc, ce sont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être pour agir et participer à la performance de l'entreprise. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est les compétences, c'est plus qu'une somme de ces éléments,
ces éléments. Hein. Je vais prendre un exemple. Pour savoir faire du vélo, il faut savoir pédaler, il faut savoir freiner, il faut savoir accélérer, il faut savoir analyser son environnement pour prendre la bonne décision. Il ne faut pas savoir faire ces différentes tâches de manière parcellisée, mais il faut bien les combiner pour arriver à faire du vélo. La compétence, elle est liée aussi à un contexte. Il faut définir quel est le contexte dans lequel on va réaliser une tâche. Et la compétence, ça peut être soit simplement exécuter quelque chose qu'on a très clairement défini, soit être capable d'agir dans un environnement qui va être rempli d'aléas, rempli de décisions à prendre. Et donc, la compétence ne sera pas tout à fait la même. La compétence, c'est aussi avoir la capacité à avoir une réflexion sur qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour être compétent dans telle ou telle situation. C'est donc la réflexivité, ou ce que François appellerait peut-être une méta-compétence, donc comprendre les compétences sur lesquelles on a œuvré pour participer à la performance. La compétence, elle se réfère à une personne, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on arrive en entreprise à être compétent tout seul? J'en doute fort. Et puis, et là, à nouveau, on va revenir sur des choses qu'a dit Yacine. La compétence, elle est multidimensionnelle. Les compétences sont tout à la fois des compétences techniques, les hard skills, mais aussi des compétences soft, douces, qui sont à la fois des compétences interpersonnelles propres à la personne et intrapersonnelles propres à la personne et interpersonnelles, donc en relation avec les autres. Donc c'est l'ensemble de ces compétences, de ces éléments qui permettent de définir la compétence globale et la participation à la performance. Alors, nous avions fait il y a quelque temps une analyse sur quelles sont les compétences pour un supply chain manager en France. Alors, cette étude, alors il y a eu de nombreuses études qui ont été faites à travers le monde sur les compétences pour le supply chain manager. Elle montrait que le supply chain manager, c'était outre quelqu'un qui a un savoir, une qualification, une formation de niveau Bac+5 en général, que ce soit école d'ingénieur ou école de commerce assortie d'une formation en supply chain. Donc il doit être à la fois donc, posséder les compétences techniques sur cette supply chain, posséder des compétences douces et notamment des compétences douces en gestion d'équipe. Il doit maîtriser l'outil informatique et ça va de la maîtrise d'Excel jusqu'à la connaissance dans les ERP. Et il doit avoir aussi des compétences linguistiques et la compétence linguistique principalement demandée, c'est celle en anglais. Tout ça, ça me permet de revenir sur, et ce sera le seul auteur que je citerai dans cette présentation, sur Gatorna, qui dès 2006 disait la performance de la chaîne logistique, c'est la combinaison de 45% de comportement humain, 45% de technologie et 10% d'infrastructure matérielle. Et on revient à ce que disait à nouveau Yacine dans sa conférence introductive, c'est-à-dire que les comportements humains et les technologies sont à part égale dans la performance de cette chaîne logistique. Alors, bien entendu, et c'est certainement ce qui nous motive tous, que ce soit vous de manière opérationnelle ou nous en formation, c'est que la logistique, depuis que moi je la connais, elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse de se développer, de se modifier. L'environnement dans lequel cette supply chain évolue, se modifie. Je refais à nouveau référence à la présentation d'Yacine. Complexité croissante, prévisibilité de plus en plus difficile, je ne reviendrai pas là-dessus, mais aussi, bien entendu, depuis 5-10 ans, le développement des nouvelles technologies, que ce soit dans le cadre de l'automatisation ou dans le cadre de la numérisation, de la digitalisation de la supply chain. Tout ça amène à nouveau
des modifications importantes de ce que va être cette supply chain. Et donc aujourd'hui, le management des données devient bien entendu un des défis de la supply chain. Alors le management des données, c'est à nouveau savoir qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données, quel sens on va leur donner et comment on va pouvoir avoir une meilleure performance grâce à l'utilisation de ces données. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Voilà. Et tout ça, ça amène vers de nouveaux métiers qui apparaissent, des métiers dans lesquels il va falloir faire preuve à la fois de mise en œuvre de ces nouvelles technologies, mais aussi leur donner du sens et aussi pour faire adhérer les salariés, mais aussi faire progresser l'entreprise, améliorer la performance de cette entreprise dans cet environnement hyper compétitif dans lequel on se situe. Donc des métiers qui vont allier à la fois les connaissances techniques et aussi les connaissances managériales pour faire passer ces nouvelles technologies. Donc c'est ce qu'on appelle des compétences hybrides. L'hybridation des compétences... alors là, c'était pas la bonne diapo que je voulais. C'était pas la bonne image. Je voulais l'image sur les pêches qui me permettait de vous dire que l'hybridation, bien entendu, ça vient d'abord de la biologie. C'est de là qu'a commencé cette notion d'hybridation. C'est comment rendre plus performante une espèce, plus résistante, plus productive, une espèce pour permettre, par exemple, de nourrir plus de populations ou que sais-je encore. Donc, ça c'est le départ de cette notion d'hybridation. L'hybridation, c'est aussi, et là, vraiment, j'ai du mal avec cette présentation. Bon, écoutez, l'image de tout à l'heure, voilà. L'hybridation, c'est aussi dans notre univers commun, c'est aussi le Minotaure, là je vous ai mis, c'est aussi j'ai pas mis une chimère. J'aurais pu mettre aussi une chimère, mais je me suis dit que c'était certainement pas une bonne idée de présenter les technologies comme une chimère, parce que je pense que ça ne sera pas ça. Donc l'hybridation, ce sont aussi ces demi-dieux, quelles que soient d'ailleurs les civilisations, on en retrouve partout des personnes, des personnages mi-homme, mi-animal. Le mouton à 5 pattes, comme disait tout à l'heure Yacine. Alors, l'hybridation, et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer cette image d'une combine painting de Rauschenberg, ni tout à fait une sculpture, ni tout à fait une peinture, mais les deux à la fois, une combinaison. Et c'est exactement ce que l'on va rechercher dans cette hybridation notamment de nos compétences. Et puis, je voulais vous montrer ce graphique issu de l'application Ngram Viewer de Google Books, où on voit que depuis le milieu des années 90, une augmentation massive de l'utilisation de ce terme d'hybridation. Alors, hybridation des compétences, revenons à notre thématique propre, l'hybridation des compétences, ça veut vouloir dire qu'on va avoir à part égale des compétences à la fois sur la technologie, mais comme on le disait tout à l'heure, sur le métier aussi, parce qu'il va falloir donner du sens à cette technologie en rapport avec le métier, et pour nous en rapport avec les métiers de la supply chain, et tout ça aussi avec des soft skills pour faire passer cette nouvelle technologie, pour donner du sens à cette nouvelle technologie. Et parmi les soft skills les plus souvent cités pour faire passer ces nouvelles technologies, il va falloir qu'on ait l'ouverture d'esprit, la créativité, la curiosité, l'agilité, l'adaptabilité, être capable de gérer la complexité,
être capable de faire face à l'incertitude, avoir une appétence pour l'innovation et surtout être fédérateur, c'est-à-dire être capable d'emmener les équipes pour mettre en œuvre ces nouvelles technologies et donner du sens à ces nouvelles technologies. Et donc, l'hybridation de ces compétences, elle interroge à double titre. Nous, d'abord, puisque moi je suis là en tant qu'enseignant-chercheur, elle nous interroge, nous, qui montons des formations sur, déjà, première question, c'est comment je forme des étudiants à des métiers que je ne connais pas et des métiers que je ne connais pas aussi parce qu'ils n'existent pas à l'heure actuelle. Donc comment on peut faire ça? Ça nous interroge aussi sur quelle pédagogie nous devons mettre en œuvre pour former ces jeunes aux compétences que je citais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on forme? Comment est-ce qu'on va pouvoir permettre de développer chez des jeunes la curiosité, la capacité à fédérer, etc. Et puis, comment sortir de formations très séquentielles et finalement très héritées encore de Taylor. Hein, parce que nous, on est assez fort pour faire des modules, pour mettre des modules les uns à côté des autres, mais pour faire en sorte qu'on utilise de manière croisée ces modules, ça prend un petit peu plus de temps et c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Donc comment sortir de cette formation séquentielle pour aller vers une réelle mise en œuvre de l'hybridation des compétences au niveau de la formation. Et puis, hop là là. Et puis, ça vous interroge aussi, vous, les entreprises, hein, c'est parce qu'il va falloir savoir quelles sont les compétences qui sont nécessaires, quelles sont les compétences qui sont déjà présentes, quelles sont celles qu'il va falloir développer. Et puis, à mon avis, la question la plus importante, c'est comment il va falloir fidéliser ces salariés qui vont posséder ces ressources critiques pour faire en sorte qu'ils restent chez vous et puis qu'ils n'aillent pas voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc tout ça pour vous dire que donc, nous sommes passés finalement d'une notion de double compétence. Hein, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années en arrière, le terme utilisé, c'était double compétence. Donc compétence, une formation qui était très séquentielle, un apprentissage très séquentiel, à l'hybridation des compétences. Donc là, un apprentissage par combinaison, hein, avec la combine formation. Donc combinaison avec alternance aussi des regards, croisement des regards, utiliser des salariés avec des expériences et des visions très différentes. On va passer d'une hybridation personnelle, on va passer, non, le terme n'est pas adéquat, mais on va devoir avoir tout à la fois une hybridation personnelle, c'est-à-dire des gens qui vont avoir ces doubles compétences que je mettais en évidence tout à l'heure, mais aussi vers une hybridation interpersonnelle, c'est-à-dire des équipes, certainement, avec des compétences différentes et permettre donc l'échange entre ces personnes. Donc une sorte d'essaimage au sein des équipes. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, hein, l'appel à ces compétences multiples, ces savoirs multiples, est nécessaire pour résoudre les problèmes dans un environnement complexe. Et puis je terminerai en citant, et je ne vais pas le faire de mémoire, donc je vais le lire, en citant le sociologue Lichtenberger qui disait, mais il y a très longtemps, mais ça me semble être intéressant, il disait, être compétent, c'est finalement savoir se débrouiller dans des situations critiques, confuses, emmêlées ou imprévues. Se débrouiller, c'est puiser dans ses ressources de formation et d'expérience pour les réagencer de façon originale en fonction des événements, faire appel et mobiliser des réseaux. On n'est pas compétent seul ni dans l'abstrait. La compétence est une relation. Le développement d'une compétence s'appuie sur une culture de l'interaction et de l'échange.